Thomas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du match d'Europa League d'hier soir opposant l'Ajax Amsterdam à l'Olympique de Marseille. Donc pour commencer, je vais donner mon avis assez rapide sur le match et ensuite nous allons débriefer ce match-ci. Donc pour commencer, que dire du match Nous avons eu beaucoup d'occasions côté marseillaise avec énormément de frappes hors surface, notamment c'est ce qui manquait ces derniers temps, des tentatives de loin, donc avec Unai qui a réussi à apporter cela avec 3 ou 4 frappes de loin, avec et sans réussite pour la plupart. Mais voilà, nous avons quand même eu un schéma offensif assez intéressant en ce 4-3-3 avec Harit qui dézonnait beaucoup pour venir dans l'axe du terrain pour apporter ce surnombre. Voilà, Aubameyang, plus ou moins réussite, il marque 2 beaux buts mais il loupe pas mal d'actions. Voilà, donc de toute façon je vais revenir au fur et à mesure du match sur les performances individuelles. Mais là je vous donne vraiment mon avis personnel sur mon ressenti de ce match-là. Voilà, on aurait pu gagner ce match, on aurait pu le perdre aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ajax est une belle équipe. L'Ajax a montré de belles choses pendant ce match, mais défensivement, les deux équipes étaient très faibles. Il y a eu énormément d'actions, on a eu beaucoup de tirs de chaque côté, beaucoup d'actions, pas mal d'arrêts des gardiens, quelques erreurs aussi des gardiens, je vais le souligner plus tard. Mais dans l'ensemble, on a vu un bon match de foot pour tous les amateurs de football qui sont ni supporters de Marseille, ni supporters de l'Ajax, ni contre l'Olympique de Marseille, parce qu'il y en a beaucoup en France. Nous avons eu quand même pour les amateurs de football un bon match de foot, même si c'est tombé en même temps que le match de rugby. Du coup, peut-être que le match n'a pas eu autant d'audience qu'il ne le fallait. Mais c'est un bon match de foot pour les amateurs de ce sport-là. Euh, mais sinon, voilà, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont complètement passés à travers. On va y revenir plus tard avec mes tops et mes flops, que ce soit du côté de l'Ajax et du côté de l'OM. Euh, Après, voilà, en point positif, du coup, on a le retour du jeu, le retour de cette ferveur marseillaise, voilà, beaucoup de vitesse vers l'avant, on va frapper, quoi. C'est ce qui manquait, on va frapper. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi qui était bien aussi l'ambiance, on a entendu pendant tout le match, bon, à part à 2-0, mais sinon pendant 80% du match, on n'entendait que les supporters de l'OM chanter. Alors, on va me dire peut-être que les micros étaient plus proches des supporters de l'OM, peut-être, mais on n'entendait que, voilà, 2600 dans le parcage, hein, peut-être un peu plus dans le stade entier. Mais sinon, voilà, une belle ambiance, un bon match de foot. On s'est régalé hier soir. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon avis et de mon ressenti. Donc maintenant, on va passer au débrief. Donc le débrief, on va commencer par les compositions d'équipe. Donc comme vous pouvez le voir du côté de l'Ajax, on était sur un 4-3-3 avec Gorter dans les buts qui remplace Rulli, l'ancien gardien de Montpellier qui est blessé à l'épaule, avec Gaillet côté droit, Sosa côté gauche, Atto et Soutalo en défense centrale, Taylor, Berghuis et Tajrovic en milieu qui ont fait beaucoup de mal à cette équipe de l'OM. Bergwijn, le capitaine côté gauche, Brodby, numéro 9 qui a fait aussi beaucoup de mal à cette défense de l'OM, et Carlos Borges qui lui pour moi est le meilleur joueur de l'Ajax dans ce match-là. Côté olympien, nous avons le 4-4-2, retour sur du plus basique avec le 4-3-3 avec Paul Lopez dans les buts. On va y revenir aussi sur Paul Lopez avec Klaus Lodi sur les couloirs, Bemba, Gigot dans l'axe central. On va y revenir aussi sur cet axe central que j'ai trouvé assez fébrile. Avec Kondogbia en poste de numéro 6 plutôt, Rongier, Unai sur des postes de numéro 8 tous les deux qui allaient plus se projeter vers l'avant pendant que Kondogbia lui allait vraiment rester dans ce poste de sentinelle devant la défense. Harit, comme j'ai dit, qui était prévu à gauche, mais qui a vraiment joué sur tout l'attaque olympienne, qui est passée à droite, mais qui était aussi beaucoup dans l'axe du jeu pour le trouver, et qui a apporté voilà, un Harit de Coupe d'Europe, quoi. Comme la saison dernière, un Amin Harit retrouvé d'avant sa blessure, j'ai l'impression. NDI qui a eu des bons comme des moins bons moments, et Pierre-Emerick Aubameyang pareil, qui je ne sais pas trop où me situer avec lui, mais qui a quand même marqué un doublé pour l'OM, donc
on va dire quand même qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. On va parler maintenant des stats avant de rentrer vraiment dans le débrief profond du match. On voit que beaucoup de frappes, 38 frappes en tout, 25 du côté de l'OM, 13 côté de l'Ajax. On voit qu'il y a beaucoup de tirs cadrés, 12 côté l'OM, 5 côté Ajax, avec quelques tirs de moins aussi qui font augmenter les tirs cadrés, mais ça fait quand même partie des stats. Je crois que la stat est tombée, c'est le plus grand nombre de tirs cadrés lors de la première journée d'Europa League. Donc on voit bien que l'OM a mis la pression, l'OM s'est donné les moyens de revenir au score, même de passer devant à des moments, sans réussite. Ensuite la possession c'est pas trop important, c'était assez équilibré mine de rien, nombre de passes assez équilibré, voilà. Un match avec très peu de fautes quand même j'ai trouvé. Deux cartons jaunes côté Ajax qui s'est transformé en carton rouge. Après avec Vos voilà, qui est rentré à la mi-temps et qui prend un deuxième jaune à la 91e pour se faire expulser. Carton jaune, je crois que à la fin du match, Rongier en a pris un. Je sais pas si pendant le match on a eu. Très peu de hors-jeu, les corners, bon voilà, 5-3. On va revenir sur les derniers corners de l'OM dans les 90e. L'OM a eu 2 corners qui auraient pu être mieux joués, mais on va y revenir. Bon, on va commencer avec le premier but de l'Ajax. Comme vous pouvez le voir à l'image, vraiment on a ce pressing à 3 qui s'est déclenché là avec NDI, Aubameyang et Harit. Oui c'est ça. Et on voit que ça force du coup le gardien de l'Ajax à jouer long sur Broadbay. Mais la balle vient toucher le sol ici avec... il a plu apparemment sur Amsterdam dans la journée. Et ce qui fait que le terrain fusé, et je pense que c'est pour ça que Mbemba juge mal la trajectoire du ballon et se fait lober. J'ai pas l'image là où il se fait lober, mais on voit que du coup derrière ça fait un 1 contre 1 avec Paul Lopez et Borges. Mais pour moi là c'est cette erreur là de Paul Lopez qui fait qu'on prend le but. Clairement parce que Lopez pour moi il recule en fait. À partir du moment où Bemba se fait lober, il recule. Alors que pour moi il devrait se situer ici quoi, dans cette zone là pour jouer ce 1 contre 1 parce qu'on va voir que la conduite de balle de Borges n'est pas bonne entre ce moment-là et ce moment-là, mais il a touché une fois le ballon. Donc Lopez aurait pu intervenir largement, je pense. Et on voit encore qu'il a encore reculé, qu'il se retrouve vraiment ici à boucher aucun angle. Vraiment, il a aucun angle de boucher. Et pour moi, c'est une petite erreur de Lopez qui en a fait encore d'autres dans ce match-là. Mais voilà, et on voit encore l'action d'après. Il avance encore jusqu'au 5 mètres. Il est à 5 mètres du but là. Et lui, Lopez, n'a toujours pas bougé de cet emplacement-là. Donc je pense que voilà, il y a une erreur de Bemba sur l'anticipation, il y a une erreur de Lopez dans le positionnement, et ça fait un 0 pour l'Ajax. Ensuite, nous avons quelques minutes après, à la 18e, donc il marque à la 9e, à la 18e minute de jeu, nous avons ce pressing de Hendai là, qui a très bien fait ce pressing là sur son défenseur, et Aubameyang qui suit, et qui va récupérer ensuite le ballon pour se retrouver lui face à un contre 1 aussi face au gardien, avec un bon retour quand même de Hato, qui fait un bon retour là pour empêcher justement Aubameyang d'ouvrir le pied pour aller chercher une frappe enveloppée de ce côté-là. Donc on voit que l'action d'après qui va tenter le lob, mais le gardien, par rapport à Paul Lopez, justement, le gardien là était bien avancé. Donc le lob est une bonne solution, mais le geste est mal réalisé. Et le gardien sort la parade qu'il faut, mais même si je pense que la balle n'était pas cadrée de Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, nous avons une autre action que je trouve qui n'est pas normale côté Olympique de Marseille, avec Borges qui a fait énormément de mal à sa défense olympienne, qui part en dribble. Là, il fait une passe cachée ici, entre Kondogbia et Klose et Ndai. Donc, on a une porte qui s'est ouverte, qui fait 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, il va glisser cette balle-là pour Taylor, qui se retrouve en position de frappe au 6 mètres, qui va chercher à croiser sa frappe pour aller chercher le petit filet ici. Et Paul Lopez qui sort un arrêt compliqué, je trouve, quand même, à sortir, parce qu'elle arrive vite, la balle, mine de rien. Et du coup, ça fait toujours 1-0 pour l'Ajax. Et on se retrouve ensuite à la 23e... à la 20e minute de jeu, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans les notes.
où on a un corner joué à deux, j'ai pas l'image là, mais on a un corner joué à deux de l'Ajax, et on a ce déplacement de Berghuis, en fait, qui était ici au départ de l'action, qui a fait une course dans le dos de Gigot, qui n'a pas du tout suivi, et ça fait 2-0 avec une belle frappe de Berghuis, qui arrive à garder cette balle au sol, alors qu'il y a quelques rebonds avant, et ça fait 2-0 pour l'Ajax à la 20e, on voit ça. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. Je me suis dit, bon, on va en prendre 3-4, voire 5-6. Car on a du jeu, on marque pas. Et parce que l'action d'Aubameyang est à la 18e. L'arrêt de Lopez est à la 19e et on prend le but à la 20e. Donc on a un enchaînement de mauvaises choses qui se passent, qu'on se dit que ce match est foutu. Mais derrière, on a un sursaut d'orgueil, notamment de ce joueur, Amin Harit. Voilà, qui a fait énormément de différence, qui prend ce ballon, qui fait un crochet, et là on voit l'espace qu'il y a entre la défense de l'Ajax, vraiment enfin je ne comprends pas comment il peut avoir un aussi grand trou à 15 mètres du but de l'Ajax. Mais Harit, du coup, intelligemment, lui, va trouver une passe pour Jonathan Klaus, qui va contrôler. Moi, à ce moment-là, dans cette action, je me dis qu'il va la prendre pied gauche et il va tenter une frappe directe, second poteau. Mais du coup, il va pas du tout faire ça, il va la contrôler, il va passer dans un trou de souris. Vraiment, le choix pour moi est compliqué parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'avantage pour Jonathan Klaus de passer par là. Mais il arrive à passer entre les deux et là, il envoie une frappe puissante qui va aller dans le but. Ça fait 2-1 pour l'Ajax, pardon. Et l'OM qui revient au score à la 23e, seulement 3 minutes après le deuxième but de l'Ajax. Et là, on voit encore Harit en position voilà, de meneur de jeu, on va dire, et qui voit l'espace encore là. Le latéral, voilà, il est ici, le latéral. Il est très haut parce que c'est une perte de balle rapide et une contre-attaque rapide de l'OM. Et on voit que Harit va faire la passe parfaite pour Ndiaye, voilà. Et Ndiaye, il va louper ce contrôle qui va l'empêcher d'aller sur son pied gauche pour ensuite être plus à l'aise pour frapper. Là, il loupe ce contrôle un peu, arrive à se débarrasser quand même du défenseur qui revient bien sur lui. Et ensuite, il va décrocher une frappe surpuissante, mais qui vient taper la barre transversale de Korter. Voilà, c'est là où je vous parle pas un manque de chance, mais un manque de réussite de l'OM. Mais sur la même action, voilà, on va revenir sur ce fait de jeu-là. Pour moi, Ndiaye manque d'expérience à ce niveau-là. Car là, on voit qu'il y a un contact. On voit que le contact est suffisamment important, je trouve, pour siffler penalty. Et je pense que la plupart des arbitres sifflent penalty dans ce genre d'action-là si le joueur tombe. Et c'est là où Ndiaye est trop gentil, on va dire, et trop joueur. Il ne tombe pas, du coup, il continue à jouer. Après, même si on sait jamais, voilà, c'est avec des si, on refait le monde, bien sûr. Mais s'il tombe, s'il y a penalty, peut-être qu'il y a encore but là. Voilà, donc c'est tout un fait de jeu, mais je pense que ce manque d'expérience peut faire du mal à l'OM cette saison, où on est trop gentil justement sur ce genre de jeu-là. Je suis sûr qu'il y a plein de joueurs, que ce soit de Ligue 1, de Première Ligue ou autre, qui se seraient effondrés et auraient obtenu un penalty comme ça. Mais derrière, voilà, on a quand même la barre transversale, on a quand même cette action-là. S'il marque derrière, on dit que c'est bien joué et qu'il a joué le jeu. Là, voilà, c'est une petite action que je voulais placer quand même, pour dire le manque de réalisme d'Ndiaye. Donc on était à la 29e minute de jeu, donc il y a énormément d'actions dans ce début de match. C'est un match très plaisant, très ouvert, avec des défenses, on va dire, complètement éclatées. On voit que là, Harit a une récupération rapide. On la récupère un peu plus loin, la balle. J'ai pas mis le début d'action. Et Harit qui va faire une passe, on va dire parfaite, hein, pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui pour moi va marquer le but le plus compliqué qu'il a marqué de ce début de match. Il a une tête loupée, il a une frappe qui passe à côté aussi. Mais voilà, une frappe en glissant. Et là, pour moi, le gardien est vraiment pas de tout reproche, hein. On a l'impression qu'il peut l'avoir, quoi. On a l'impression qu'il peut l'avoir et vraiment ça passe, voilà, ça passe dans un angle fermé où Aubameyang marque et ça fait 2 partout à la 37e minute de jeu. On est pas malheureux de revenir parce on a quand même des actions. On aurait pu marquer quelques buts de plus, voilà, mais on revient vite dans le match, on doute moins, mais on a quand même beaucoup d'actions manquées.
Notamment, bon, comme je vais revenir après, celle d'Unai à la 48e. Mais là, on voit Unai qui n'a pas eu peur de tenter des frappes de loin. Euh, il y en a trois 4 qui sont passés au-dessus, comme j'ai dit, et il y en a deux autres qui sont cadrés. Celle-là et une dernière dans les dernières minutes de jeu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas ces dernières semaines avec l'OM, des frappes de loin tentées. Et je pense que ça peut débloquer des situations. Parce que sur une défense basse, ben, ça va être compliqué d'aller chercher une frappe dans la surface. Parce que les défenseurs vont être bas, du coup, la défense va être compressée. Et du coup, si on arrive à frapper loin, ben, ça va forcément faire sortir un joueur et ça va libérer un espace. Donc c'est une arme aussi qu'on sous-estime beaucoup, je trouve, dans le football d'aujourd'hui, où on doit vraiment marquer j'ai l'impression dans les 5 derniers mètres, sinon ça compte pas. Mais non, les frappes de loin sont un atout important dans le football aujourd'hui, ça permet de libérer des espaces. Après, le trop intenté, c'est pas bon non plus. On a vu avec Nuno Tavares la saison dernière. Euh, Pardon. Il a tenté énormément de frappes de loin et elles étaient pas dangereuses. Là, c'est des frappes dangereuses qui amènent du danger. Et on a cette action à la 48e, je l'ai noté. Voilà, 45 plus 3. Où sur un magnifique travail d'Harit encore, on a Unai qui se retrouve au point de pénalty tout seul. Et là, pour moi, il tire trop. Enfin, il tire au milieu, quoi. Il tire vraiment au milieu alors que on voit que le gardien fait les petits pas. Il est déjà pris, peut-être tiré au premier poteau. Après, ici, c'est compliqué parce que il y a le défenseur qui couvre bien l'angle, mais il choisit de tirer au milieu. Il assure son geste au lieu de prendre le risque de tirer à côté. S'il tire à côté, on dira qu'il a pris trop de risques. Si là il tire sur le gardien, on dit qu'il prend pas assez de risques. C'est toujours pareil. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Et il faut progresser dans ces derniers mètres pour côté de l'Olympique de Marseille. Du coup, on se retrouve à la mi-temps sur le score de 2 partout, avec une bonne première mi-temps, une bonne domination quand même marseillaise qui a eu les actions les plus franches, on va dire. Mais voilà, on se retrouve dans cette situation à 2 partout et une défense toujours fragile. Donc on revoit, ici c'est Berghuis, je crois, qui a le ballon. Voilà, on a un deuxième mi-temps ici. On a Berghuis qui a le ballon. On voit Rongier ici, Kondogbia ici aussi, qui font tous les deux un bon pressing. Mais je trouve qu'Unai est un peu trop haut. Il aurait dû être plutôt dans cette zone-là pour justement, quand Berghuis revient derrière, empêche du coup qu'il récupère le ballon. Et c'est juste après voilà, ce pressing-là que Berghuis arrive à décaler Forbes. Je retrouve Lodi un poil loin. Vu comment il nous fait mal en première mi-temps, j'aurais été pas surpris de voir Lodi un peu plus proche de Forges, pardon, euh, dans cette deuxième mi-temps, être un peu plus proche de lui, un peu plus au contact, lui laisser moins de vitesse, moins de manière de s'exprimer parce qu'il est un joueur très rapide, très vif. Mais voilà, donc il contrôle, il se l'emmène, il va centrer. Et là, je comprends pas le positionnement. Pour moi, la défense s'est bien positionnée. C'est un milieu défensif qui devrait être là, Kondogbia ou Verretou, ou Rongier, pardon. Mais c'était déjà un peu plus sur l'action d'avant. Et ça va vite. Là c'est des arrêts sur image, c'est facile à voir pour nous, téléspectateurs. Mais c'est vrai que ça va vite. Pour moi, Kondogbia est un peu mal placé. Il aurait dû se situer ici là pour empêcher justement ce centre en retrait. La défense de l'OM pour moi est pas mal positionnée. Hein. Gigot et Mbemba, Gigot qui protège ce deuxième poteau, Mbemba qui protège ce premier poteau. Mais il n'y a personne qui va protéger ce point de penalty. Et pour moi, ça compte pas de le faire. Mais ça va vite. Voilà, faut pas oublier. Et ensuite, voilà, pour une frappe, pour moi, anodine, parce que elle est sur Paul Lopez, la frappe. Faut pas oublier, parce que là, j'ai pas mis l'image. Mais elle est sur Paul Lopez, elle lui passe entre les jambes. Donc pour moi, il peut l'arrêter quand même. Je dis pas que voilà, ça arrive vite, hein. Mais pour moi, s'il était à 100% de confiance, Lopez, il la sort celle-là. Mais on va revenir plus tard, quand il en sort une autre, je trouve un peu plus dure quand même, qui arrive beaucoup plus vite et beaucoup plus proche. Mais voilà, c'est pour ça que Lopez, son match, c'est compliqué à juger. Pour continuer dans l'interfalante marseillaise qui survient juste après, on a cette action-là. Vraiment, Chancel Bemba qui joue le duel. Vraiment, il essaie de jouer à l'épaule.
Mais l'attaquant Broadway, lui, justement, ne va pas jouer à l'épaule, laisse Bemba se trouer, voilà, clairement, faut dire ce qui est, qui fait un très mauvais match, Chancel. Et du coup, ben, ça permet de ce 2 contre 1 là, à jouer pour Broadway qui, voilà, on voit l'espace qu'il y a, on voit que le Paul Lopez recule toujours, il est toujours en train de reculer. Là, je vais pas dire que c'est un mauvais choix parce que l'attaquant a une course, voilà, a une course vers le but comme ça. On voit que Gigot revient à tout enjambé. Et on a voilà l'arrivée de Bergwijn, le capitaine, qui sur un magnifique service de Broadway se retrouve au point de pénalty tout seul avec Klose un petit peu loin. Et là, pareil, je pense qu'il fait comme Unai, il essaye juste d'assurer et il va tirer sur Lopez alors que là, on a un espace ici ouvert. S'il arrive à la croiser, voilà, on voit l'arrêt de Lopez, elle est sur lui. C'est un très bel arrêt, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Lopez, son match, il a à double vitesse. Il fait un très bon match sur des arrêts comme ça, mais après il va se trouver complètement, je trouve, sur le premier but et sur l'action d'avant, et sur le troisième but de Taylor, pardon, qui arrive à la 52e. Voilà, c'est des actions, on peut pas se permettre à l'OM d'avoir un gardien qui fait autant d'erreurs par match, mais en même temps, il t'en sauve deux. Donc c'est ça qui est dur à juger avec Paul Lopez cette saison, c'est qu'il peut te sortir des arrêts comme il peut te sortir des cagades euh, comme pas possible d'un gardien de district. Donc voilà. Donc là on est à la 67e avec loupé de Bergwijn. Et là on a les changements, il faut que je le note, à la 55e. Donc on a les changements, on a Ndiaye qui sort et Vitinha qui rentre. Et on a Kondogbia qui sort et une rentrée de Verretou. Ce qui donne qu'on reste dans ce système de 4-3-3 avec Vitinha qui rentre en numéro 9 et c'est Aubameyang qu'on retrouve ici qui est passé couloir gauche à la place de Ndiaye qui peut apporter aussi sur ce couloir et qui a bien apporté, on va le voir sur ce but notamment. Mais je trouve que les changements ont été intéressants côté de l'OM. Voilà, peut-être survenu un peu tard les 3 derniers. Notamment vu la fatigue des joueurs qui y avait. Mais voilà, des changements intéressants. On garde ce dispositif-là de 4-3-3 et on voit qu'Aubameyang voilà, va rentrer sur son pied droit. Il est là. On voit que la défense est encore un peu loin, je trouve. Ici aussi. On voit que l'appel de Vitinha en fait, va libérer l'espace dans le dos. Et là, il frappe. Et là, moi, je me suis dit, le but va être refusé parce que Vitinha est en fait dans la course du ballon et gêne peut-être le gardien. Et il est en position de hors-jeu, Vitinha, je crois bien. J'ai pas d'autres ralentis sur cette action-là. Mais voilà, on voit bien qu'il passe devant. Et je me suis dit, bon, on va encore se faire appeler par la VAR et on va encore se faire refuser un but. On en a eu tellement depuis le début de la saison. On n'est pas choqué, un de plus, un de moins. Voilà, quoi. On aime bien la VAR du côté de l'OM. Donc du coup une frappe surpuissante qui vient tromper le gardien qui la touche. Le gardien de l'Ajax aussi qui n'est pas de tout reproche sur 2 buts côté l'OM. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec Aubameyang. On voit la célébration, on voit que ils sont heureux les joueurs marseillais. On sent que le groupe vit bien. On sent voilà qu'il y a de la cohésion d'équipe et que malgré ce qui se passe en interne avec les dirigeants plus haut, on sent que voilà, sur le terrain, là, ils se sont amusés aujourd'hui, enfin hier, ils se sont amusés, ils ont pris du plaisir et c'est le principal. Voilà, quand on joue au foot, c'est pour prendre du plaisir, ça doit pas être une corvée d'aller jouer au foot. Voilà, mais Aubameyang, sur cette action-là, c'est du Aubameyang qu'on attend, quoi. C'est une frappe sèche, voilà, qui vient tromper le gardien et que on a besoin de lui, on a besoin d'Aubameyang cette saison. Il n'a pas encore marqué en Ligue 1, il a marqué 4 buts cette saison, donc 4 en Coupe d'Europe, donc 2 contre le Pana et 2 là, contre l'Ajax. Voilà, il faut qu'il marque 2 buts, mais il a quand même beaucoup de loupés. Et c'est ça qui est compliqué aussi, c'est combien d'actions il faut pour qu'on marque un but. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a 25 tirs, 23 tirs dans le match ou 25, on a 12 tirs cadrés, on marque 3 buts. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de déchets. Mais ça va aller s'améliorant, j'ai pas peur de le dire. Je pense qu'on peut aller loin. Ensuite, on a cette reprise de volée.
Taylor, je vais pas vous mentir, devant un écran, mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Où il se retrouve tout seul dans cette surface, où il loupe un peu son contrôle au départ. Il arrive ensuite à la ramener avec cette aile de pigeon. Et une frappe instantanée pied gauche qui vient vraiment passer au-dessus du but de Lopo Lopez. Mais ça se joue à quelques centimètres encore. On aurait pu se faire peur, on se fait peur tout le temps. Euh, on n'est pas serein défensivement sur ce match-là. Et c'est un point que j'ai noté, c'est vraiment défensivement, on a eu énormément de mal. Mais comme l'Ajax, au final, on prend 3 buts, on en marque 3. Donc c'est un match ouvert, mais c'est un match qui plaît, on va dire, aux spectateurs lambda hein, de football. Mais pour un puriste du football, c'est compliqué quoi, de juger un match comme ça, parce qu'il y a énormément d'espace, et c'est pas vraiment ce qu'on veut voir. Ça fait partie des matchs de Coupe d'Europe. Donc ensuite, on a encore une frappe de loin d'Unai, qui est mal jugée, j'ai l'impression, par le gardien, et qui s'étend au dernier moment pour l'enlever de sous la barre, voilà, la balle sous la barre. Je pense qu'elle partit bien, et il enlève, et ça met corner. On est à 95e, et sur le corner, justement, Monsieur Valentin Rongier qui se retrouve à ce poste-là. Je vais pas vous mentir, voilà, je me confesse, j'y ai cru. Pendant une seconde, j'y ai cru. Puis dans ma tête, je me suis dit, ah mince, c'est Rongier. Et voilà, ça se finit. La frappe, au final, c'est une passe pour ce défenseur-là. Et ça se finit sur ce score de 3 buts partout à la Johan Cruyff Arena. Mais voilà, Rongier, toujours compliqué de marquer des buts à l'OM, j'ai l'impression. Pourtant, il avait une frappe de balle extraordinaire avec le FC Nantes, mais je sais pas où elle est passée cette frappe de balle de Rongier, mais au moins on repart avec au moins un point. Donc maintenant, on va faire un petit top flop côté Ajax et puis côté OM. Donc dans les tops, j'ai marqué qu'il y avait Forges pardon, qui a fait un très très gros match, qui a fait énormément de mal à cette défense marseillaise du côté gauche, où Lodi a été très en difficulté défensivement. Il apporte offensivement, mais défensivement, il a encore un peu de mal. Mais voilà, il apporte de la vitesse, de la percussion. On voit qu'il est dangereux dans les derniers mètres. Il a une bonne qualité de centre, une bonne qualité de frappe. Donc voilà. Ensuite, en deuxième top, je connais pas trop le championnat néerlandais, je vais pas vous mentir, j'ai mis Taylor et Berghuis. Deux joueurs du milieu de terrain de l'Ajax, j'ai trouvé que le milieu de terrain a été un peu supérieur à celui de l'OM lors du match. Donc voilà, Taylor, une grosse capacité à se projeter, dangereux devant les cages de l'OM. On l'a vu avec cette dernière frappe, cette reprise de volée qui passe au-dessus, il marque un but. Il a eu quelques actions aussi, notamment à la 20. Attendez, à la. Notamment avec l'arrêt de Lopez à la 19e, voilà. Avec l'arrêt de Lopez à la 19e. C'est lui aussi qui est aux avant-postes et qui fait cette frappe. Et Berghuis au milieu, voilà, on connaît maintenant depuis quelques années. Il a posé ce jeu-là, il a fait tourner, il a joué vers l'avant quand il fallait avec des passes précises. Voilà, un très bon joueur du côté de l'Ajax. Ensuite, j'ai noté en flop Atto, le défenseur central, le côté gauche de l'Ajax. Un match mitigé, j'ai envie de dire plutôt que flop. Euh, parce que j'aurais pu mettre les deux défenseurs centraux de l'Ajax que j'ai trouvé pas dans leur match, vraiment en difficulté. Mais je sais pas, Atom est plus sorti du lot, on va dire, dans le flop. Euh, voilà, des passes loupées, des actions. Euh, voilà, ça passe énormément de son côté avec Harit notamment. Donc voilà, c'est malheureux de le mettre, mais il est jeune, je crois, 17 ans. Donc il a encore tout l'avenir pour progresser. Mais sur ce match-là, je le trouve en difficulté, même si dans les dernières minutes, il perd le ballon. C'est Vitinha qui récupère le ballon sur lui, mais il fait un bon retour sur un tacle. Voilà, il y a beaucoup d'approximations pour ce joueur-là. Mais avec de l'expérience, je pense que ça sera un très très grand défenseur plus tard. Et ensuite, j'ai noté le gardien Corber. Euh,
Pour moi, le deuxième but et le troisième but sont pour lui. Le deuxième but, il plonge à retardement. Est-ce qu'il est masqué? Non, j'ai pas l'impression. Mais il plonge à retardement, ce qui permet à Aubameyang de marquer. Et sur le troisième but, voilà, il a pas les mains assez fermes et ce qui permet à Aubameyang de marquer le troisième but pour l'OM. Euh, Côté Olympique de Marseille, mais top. Avec Amin Harit, voilà, Amin Harit niveau Coupe d'Europe, ne nous a pas déçus. Euh, En espérant qu'il continue dans cette avancée-là. Je pense qu'il va faire énormément de bien à l'OM cette saison. On verra déjà contre le PSG dimanche quelle équipe nous concocte l'entraîneur de l'OM. Voilà, Harit, c'est un gros coup de cœur depuis qu'il est à l'OM maintenant, moi, depuis 2 saisons. Donc je suis très content de le revoir jouer, très content de le retrouver à ce niveau-là. Jonathan Klaus, meilleur Marseille depuis le début de la saison, hein, il faut le dire. Ça se joue avec Vitigny en Ligue 1. Mais meilleur Marseille depuis le début de la saison. Il marque, il fait des passes D. Là, sur ce match, il a énormément couru. Le problème, toujours, c'est défensivement. Il se fait prendre dans son dos. Euh, c'est le seul petit point noir de Jonathan Klaus. Mais sinon, voilà, toujours précis dans ses passes. Quand c'est lui qui tire les coups de pied, les corners, enfin les coups francs, pardon, c'est précis. Moi, je trouve que Klose a fait un très très bon match. Ensuite, j'ai mis Aubameyang parce il marque un doublé. On est obligé de le mettre parce qu'il marque un doublé. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, mais il y a aussi de très bonnes choses côté Aubameyang. Euh, et c'est ça qui me fait dire qu'il y a encore du progrès pour l'OM. On est encore loin d'avoir la forme finale de cet Olympique-là. Euh, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Donc voilà. Ensuite, j'aurais pu mettre aussi Ndiaye. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, mine de rien, malgré son loupé. Il a apporté beaucoup au pressing, il a fait quand même des belles courses. Unai, j'aurais pu le mettre aussi dans ce top-là. Euh, mais il en fallait trois. Je me voyais pas enlever Klose et Harit. Et Aubameyang a marqué 2 buts, lui. Donc voilà, Unai aussi a fait un bon match. J'ai trouvé que Kondogbia, on va faire tous les joueurs de l'OM du coup, mais Kondogbia, très en difficulté les 15 premières minutes de jeu. Puis c'est redevenu le patron du milieu de terrain de l'OM jusqu'à sa sortie. Je pense qu'il est sorti parce qu'il n'avait pas le rythme forcément pour tenir. Mais voilà, bon match de Geoffrey Kondogbia. Renan Lodi à gauche, plus compliqué aujourd'hui parce qu'il devait plus défendre qu'attaquer. Et on sait tous que voilà, c'est pas ce qu'il préfère faire défendre. C'est pas là où il est le meilleur. Mais il a pas fait un mauvais match, je pense, hein, une petite note de 5, voilà la moyenne pour Renan Lodi. Et ensuite, j'ai noté 3 flops, j'aurais pu en mettre 4. Donc Chancel, euh, méconnaissable. Chancel Mbemba, pour moi, qui était le meilleur Marseillais la saison dernière. Jusqu'à ce qu'il fasse banquette, pourquoi, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tudor l'année dernière pour qu'il finisse pas la saison. Je pense que ça nous coûte des points et ça nous coûte surtout la deuxième place la saison dernière de ne pas mettre Chancel. Mais aujourd'hui, enfin hier soir, méconnaissable. Beaucoup d'erreurs, il se fait lober sur le premier but, bon ça met pas en confiance. Derrière il se fait prendre de vitesse et au physique par Broadbey. Je comprends pas le match d'hier. Peut-être que ce qui se passe en interne l'affecte. Vraiment, je n'ai pas retrouvé Chancel Mbemba imposant et serein de la saison dernière. J'ai mis Gigot. Voilà, c'est la défense de l'OM que j'aurais dû mettre dans ce flop. Parce que Gigot ne fait pas un si mauvais match que ça, mais le problème c'est que avec les heures de Bemba, il y a énormément d'actions pour l'Ajax. Et 2-3 fois il se trouve complètement sur des centres en retrait, voilà, sur le marquage du deuxième but par exemple, il n'y est pas. Et voilà, c'est des petites erreurs comme ça à corriger d'inattention, je pense, et pour progresser. En troisième flop, j'ai mis Valentin Rongier. Euh,
compliqué de définir Rongier aujourd'hui parce que on connaît tous ses qualités physiques et de récupérateur. Mais voilà, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plus un joueur qui apporte vers l'avant, qui va apporter le danger. euh, Parce qu'on a déjà Geoffrey Kondogbia dans ce poste-là de récupérateur. Et Rongier, justement, est entre les deux. C'est un bon récupérateur, mais il est moins fort que Kondogbia dans ce domaine-là. Et il se projette bien vers l'avant, mais moins fort qu'Onui. Donc c'est un peu un entre-deux, et c'est un peu l'homme à tout faire, on va dire, de l'OM, mais justement à vouloir tout faire, mais il fait rien. Et voilà, comme j'ai dit, bon, la dernière frappe, qu'est-ce que vous voulez quand t'es pas en confiance, c'est compliqué. Mais voilà, je l'ai pas trouvé très bon hier soir, parce qu'il faut dire quand même que c'est un très bon joueur en jeu. Mais c'est vrai que hier soir, il a été en dessous de ce qu'il est capable de faire habituellement. Et pour faire le tour de l'OM, on va finir par Paul Lopez dans les buts. Je pense que j'en ai déjà beaucoup dit sur Paul Lopez. Il sort deux parades importantes, mais le premier but est pour lui, je trouve, hein, personnellement, le premier but est pour lui. Et le troisième, même si la balle arrive vite, elle est sur lui, elle passe entre ses jambes. Enfin, même pas, elle tape l'arrière de sa cuisse et elle rentre. Enfin, bref, voilà, un match avec des très bonnes choses et des très mauvaises choses pour Paul Lopez. Ensuite, côté rentrée, on n'a pas eu beaucoup de temps de les voir. Vitinha a porté sa fougue habituelle et sa hargne. Verretou, il a fait du Verretou, quoi. Moyen, je trouve. Enfin, après, c'est dur en une demi-heure de se montrer, mais enfin, il a pas de, comment dire, d'exploit individuel. C'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Les corners qu'on a eu étaient pas si mal tirés. Bon, on aurait pu les tirer largement mieux, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Ensuite, on a la sortie de Renan Lodi qui je pense était fatigué. Et la rentrée de Balerdi. Balerdi latéral gauche. J'aurais pensé que ça aurait été plus compliqué pour lui contre Borges. Mais au final, il s'en est pas si mal sorti, je trouve. Moi, j'aime bien, voilà, Léo. Je pense que c'est quand même un joueur qui a des difficultés dans le positionnement et balle au pied. Mais c'est pas un mauvais joueur de foot. Je pense qu'il faut ça fait 3 ans qu'on dit qu'il faut lui laisser le temps, mais c'est un jeune joueur encore. Il faut qu'il apprenne, faut apprendre et il peut que progresser. Donc voilà, il a fait une bonne rentrée sur les 10 dernières minutes. Ensuite, on a Harit qui est sorti pour faire rentrer Mouguet. Mouguet, je vais pas vous mentir, hein, j'avais des bons espoirs en lui en début de saison. J'ai trouvé qu'il était très intéressant dans cette percussion, dans ce dribble, mais depuis 2-3 matchs quand il rentre, il apporte pas grand chose. Il apporte énormément de pertes de balles par contre, sur son couloir. Là, j'ai une action qui me vient. Il vient de rentrer et il a un débordement côté droit. Il a deux choix. Soit il la donne à Unai qui fait l'appel pour centrer, soit il repique dans l'axe pour aller jouer le duel. Ben, il va aller s'empaler sur le défenseur et il va rien se passer. Donc voilà, encore après il est jeune, beaucoup de déchets, il faut qu'il apprenne et c'est en jouant qu'il va apprendre. Donc il faut faire des erreurs pour apprendre, sinon on n'apprend pas, ça sert à rien. Et dernier changement, c'est Aubameyang qui est sorti pour la rentrée de Correa. Je sais pas quoi penser de ce joueur-là encore. Trop peu de minutes, je trouve. Il a fait un non-match à Nantes, il n'a pas été bon contre Toulouse. Euh, il fait une rentrée, première passe, il complètement sa passe, elle finit en touche. Beaucoup d'interrogations sur ce joueur-là, mais s'il est en confiance, pourquoi pas. S'il est en confiance, pourquoi pas. Donc, pour finir,
On va parler de l'autre résultat de la poule, avec la surprise Brighton qui perd chez eux face à Athènes. On voit des buts de Sidibé, de Gacinovic et de Ponce pour Athènes, et 2 buts sur penalty de Roi Pedro pour Brighton. J'ai pas eu le match, hein, du coup. Mais une surprise pour moi dans cette poule-là. Athènes, qu'on pensait plus faible de la poule, a déjà pris 3 points. On reçoit Brighton dans 2 semaines. Il va falloir faire attention à l'envie de faire mieux. Mais on voit que c'est des matchs ouverts. Voilà, on voit que il y a déjà eu marqué 6 et 5, 11 buts en 2 matchs dans notre poule. Donc c'est des matchs ouverts. Donc ça va être des matchs très intéressants à regarder. Mais faut faire attention. Donc tout le monde est battable dans cette poule, tout le monde est prenable. Faire attention de ne pas perdre trop de points non plus, notamment à domicile. À domicile, il faut qu'on soit imbattable. Faut dire voilà, au Vélodrome, faut que ce soit une forteresse, faut pas qu'on perde un point au Vélodrome. Et après qu'on aille chercher des bons résultats à l'extérieur, comme un match nul avec l'Ajax, c'est un bon résultat pour moi, mine de rien. C'est toujours un point de prix. On aurait pu en prendre 0 au bout de 20 minutes, hein. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. On va parler vite fait du match contre le PSG ce week-end pour l'OM. Je vais pas vous mentir, je suis un peu inquiet quand même. Voilà, il faut être optimiste, hein, bien sûr. Mais le PSG a gagné sans forcer contre Dortmund. Ils ont joué mardi, nous on a joué jeudi un match à haute intensité, mine de rien. Euh, Pendant 90 minutes où mentalement ça a été très dur. On est mené, on revient, on est remené, on revient. On a une semaine très compliquée dans la gestion du club. Donc l'atmosphère est pas forcément bonne, je trouve, mais je pense que les joueurs ont de l'orgueil et ils vont le montrer. On a vu que le PSG était prenable dans ce début de saison. Ils ont perdu contre Nice le week-end dernier. On est capable, voilà, je pense qu'on est capable de faire un résultat, mais ça va être très compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce long résumé d'Ajax Marseille. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo qui arrive. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.